Bon, ben, bonjour à tous. On va peut-être mettre la lumière, non? Oui. Si jamais on ne voit pas, on éteindra. Bon, écoutez, je suis vraiment ravi d'être ici. Comme je disais à Daniel là, tout à l'heure, ce qui est le carburant de la motivation des chercheurs, c'est de pouvoir rencontrer les patients, mais également tous les bénévoles qui font que nous existons. Et alors moi, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de faire une ouverture de Téléthon. Et voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment, voilà, encore une fois, important pour nous de pouvoir vous rencontrer et vous remercier. Alors, comme l'a dit Daniel, aujourd'hui, je vais vous parler d'un chemin. D'un chemin entre la recherche et le médicament. C'est un chemin, vous verrez, que je caractériserai de sinueux, complexe, mais qui va vous permettre de comprendre un petit peu les coulisses de ce à quoi vous participez, de ce que vous bâtissez avec votre implication, votre engagement. Et donc voilà, pour me présenter, comme l'a dit... je suis revenu en arrière, excusez-moi. Donc moi, je suis directeur des programmes thérapeutiques et du développement clinique à Généthon. J'ai aussi un rôle de coordinateur à l'Institut des biothérapies. Alors le Généthon, qu'est-ce que c'est? On a tendance à dire que c'est le laboratoire de l'AFM Téléthon, mais en réalité, comme vous le savez, c'est l'un des 3 laboratoires de l'AFM Téléthon, donc ce qu'on appelle les bras armés. Et c'est en réalité le premier laboratoire qui a été créé en 1990, après les grands succès des deux premiers Téléthons. Et c'est un laboratoire qui est pionnier dans la thérapie génique. Mais avant de faire de la thérapie génique, ce qu'a fait le Téléthon, entre 90 et 93, c'est ces fameuses cartes du génome. Les cartes du génome, on en reparlera tout à l'heure, parce que quand on veut traiter des maladies génétiques, identifier le gène, c'est vraiment la première des étapes. Alors, elle ne donne pas des résultats, je veux dire, c'est pas avec ça qu'on a tout de suite un médicament, mais c'est la première des étapes pour pouvoir avoir un espoir de traitement à la suite. Donc le Généthon, c'est aujourd'hui 220 personnes, avec une structure, on a cette chance-là, que l'on caractérise de totalement intégrée, c'est-à-dire qu'on va de la recherche aux essais cliniques, et même jusqu'à la possibilité d'enregistrer des médicaments. Et donc, ce chemin-là, c'est ce que l'on appelle la R&D. Vous avez déjà entendu parler de ce terme, cet acronyme, R&D. R&D, c'est pour recherche et développement. Alors tout le monde a en tête le terme recherche, mais en réalité, dans ce chemin qui va, encore une fois, de la recherche aux médicaments, je dirais que, allez, l'estimation, c'est 80-80% des ressources du temps est consacré au développement plus qu'à la recherche. Et on va regarder ensemble ce chemin. Et on regardera effectivement l'ensemble de ces notions qui vont être abordées pendant cette présentation. Or, ce chemin, qui est présenté ici comme une espèce de ligne droite, qui est loin d'être une ligne droite, qui ressemble plus à ce qui est figuré un petit peu en haut à droite, un chemin sinueux dont quand on l'aborde, on sait que ça va être long, complexe, on ne sait pas exactement par quoi on va passer. Mais s'il fallait le schématiser, c'est cette ligne droite, avec 2 grosses parties, comme je vous l'ai dit, la recherche et le développement. Et au sein du développement, deux périodes, 2 grands temps, qui sont le développement avant les essais cliniques, qu'on appelle le développement préclinique, et ensuite le développement clinique, donc l'essai chez l'humain. Et à partir du moment où la recherche est bien avancée et qu'on a identifié une molécule, quelque chose qui a l'air de donner des effets intéressants dans un modèle de la pathologie, on a ce qu'on appelle un candidat médicament. Et ce candidat médicament va garder ce statut jusqu'à la fin de ce cycle-là, jusqu'à ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. C'est en fait le terme qu'on utilise pour la mise à disposition, pour permettre à ce moment-là à ce que les médecins puissent prescrire ce médicament et qu'il puisse d'ailleurs être remboursé par la solidarité nationale. Donc pendant tout ce chemin-là, on va parler de candidat médicament et c'est le terme que j'emploierai. Alors, cette salle-là, c'est juste pour vous faire toucher du doigt les probabilités de succès de la recherche jusqu'à un médicament. Quand on s'intéresse à tous les développements, que ce soit qui inclut tous les développements sur les maladies fréquentes, on estime qu'à peu près sur 10 000 molécules qui sont criblées, il y en a une dizaine qui arrivent en développement. Et sur les 10 molécules qui arrivent en développement, seulement une seule devient un médicament. Pour vous donner l'idée du challenge qu'il y a derrière tout cela. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Une fois que le médicament existe, il y a toute cette période de remboursement et puis un suivi dans les premières années
de son utilisation dans la population, les patients concernés. Alors, ça c'est vrai. C'est vrai pour les maladies, je dirais, générales, mais on a la chance que pour les maladies rares, les probabilités de succès sont plus importantes. Alors, c'est en anglais, vous voyez sur la droite, si on s'intéresse à la probabilité de succès, justement, entre le début de la phase clinique et le fait de devenir un médicament, ce qu'on appelle l'approval en anglais, vous voyez que pour les maladies chroniques ou les maladies classiques, on a à peu près 5,9% de probabilité de succès. Pour les maladies rares, c'est plus du double, presque 20%. Alors à quoi c'est dû ? C'est dû à deux principales choses. La première, c'est que dans les maladies rares, on utilise souvent des molécules innovantes, des médicaments avec un mécanisme d'action puissant, ciblé, qui augmente de façon drastique les chances de succès. À l'autre extrême du spectre, on a aussi la possibilité dans les maladies rares d'utiliser des médicaments qui sont indiqués pour d'autres pathologies, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, et là pour le coup, les choses vont beaucoup plus rapidement. Donc on utilise souvent soit des médicaments extrêmement innovants, ou à l'opposé, des technologies qui sont très éprouvées. Et c'est ça qui augmente les probabilités de succès. On a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on est encouragé par les autorités de santé. On a ce qu'on appelle des désignations orphelines, ça permet d'avoir des coûts qui sont minorés au niveau des interactions qu'on a avec les agences de santé. Et puis on a des dispositifs comme le PRIME, qui veut dire Priority Medicine, qui est un dispositif de l'agence européenne, qui permet d'avoir une équipe dédiée qui nous accompagne pendant le développement du médicament. Alors, démarrons ensemble ce chemin. Ce chemin, comme vous l'avez compris, commence par la recherche. La recherche, on va trouver deux phases dans la recherche. Alors, tout d'abord, un petit clin d'œil sur cette expression qui est faussement attribuée à Charles de Gaulle, qui dit « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». En réalité, je vous assure que dans la galaxie AFM, que ce soit à Généton, à ISTEM ou à l'AIM, des chercheurs qui trouvent, on en voit partout. Moi, j'en croise tous les jours dans le couloir. Les trouveurs. Les trouveurs, voilà. Donc, je vais faire disparaître cette citation, faussement attribuée d'ailleurs à Charles de Gaulle, pour vous parler de cette première étape. La première étape en recherche, c'est de découvrir la cause de la maladie. S'il s'agit d'une maladie génétique, les cartes du génome sont absolument essentielles. Sans comprendre la cause, il est difficile d'imaginer quelque chose pour pouvoir la guérir. Alors, vous vous souvenez certainement l'année dernière de Davy, qui était dans les familles ambassadrices, qui est atteint d'une myopathie dont on ne connaît pas encore la cause aujourd'hui. Donc il y a encore du travail pour identifier les causes d'un grand nombre de maladies aujourd'hui. Une fois qu'on en a identifié la cause, on va pouvoir partir sur l'étape d'après. Donc comme je l'ai dit, cette étape d'identification, forcément, elle ne donne pas de résultat, mais elle est absolument indispensable et c'est le socle à ce qui va ensuite se poursuivre. La deuxième étape de la recherche, c'est de justement identifier ce candidat médicament. Alors comment on identifie un candidat médicament ? Une fois qu'on a compris, qu'on commence à connaître la cause de la pathologie, on va rentrer finement dans ce qu'on appelle le mécanisme physiopathologique, de comprendre exactement comment la maladie se déploie au regard de cette cause-là. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, on va identifier, on va savoir où et comment taper. Et quand on sait où et comment taper, on crée des concepts, on les teste, et pour les tester, il nous faut quelque chose qui est important, c'est un modèle in vitro, un modèle animal, mais un modèle de la maladie. C'est absolument nécessaire pour pouvoir tester justement ces concepts-là. Donc c'est ce qui est mis en œuvre dans cette période-là. À la fois on imagine, et puis on crée un modèle de la pathologie, et on teste ce qui a été imaginé, ce qui a été conceptualisé sur ce modèle de la pathologie. Et si ça fonctionne, bingo, on a un candidat médicament. Ce candidat médicament, comme je vous l'ai dit, c'est la toute première étape d'un long chemin que l'on appelle le développement. Parlons-en. Le développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est deux grandes parties. Avant la clinique et après la clinique. Avant la clinique, ça s'appelle le développement préclinique. Et le développement préclinique, il a pour objectif de générer une quantité de données qui vont permettre de convaincre les autorités de santé de pouvoir tester ce candidat médicament chez l'humain. Parce qu'on n'y va pas comme ça chez l'humain. Avant d'aller chez l'humain, il faut qu'on monte patte blanche. Il y a des années de travaux qui constituent ce que l'on appelle justement le développement préclinique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un développement préclinique ? On va commencer à rentrer dans ce fameux fil rouge du bénéfice-risque. Le rapport entre
le bénéfice que peut apporter un traitement et le risque qui est associé. Entendons-nous bien, quand on parle de médicaments, il y a toujours une toxicité associée, sinon c'est de la cosmétique. Les médicaments, c'est actif, mais il y a un risque qui est associé. Et l'objectif pendant tout le développement, ça va être de démontrer que le bénéfice est très nettement, très largement supérieur au risque qui est associé avec la prise de ce médicament. Et donc ça démarre dès les phases précliniques, avec ce qu'on appelle les études non cliniques. Alors derrière le terme non clinique, c'est toutes les études qui vont être faites de façon beaucoup plus précise après la recherche, dans le modèle de la pathologie, et qui vont avoir pour objectif de démontrer, premièrement, quelle est la dose, quelle est la quantité de médicaments qu'on va pouvoir tester chez l'humain, et deuxièmement, s'assurer qu'on a une marge de manœuvre au regard de cette quantité de médicaments, au regard des effets potentiellement toxiques du médicament. Donc on va faire à la fois des études de dose et des études de toxicologie. Et ça se fait dans des modèles in vivo, dans des modèles animaux. Ce qu'on va faire également, en parallèle de ça, c'est commencer à faire le CMC. Ça, c'est un acronyme anglais, j'y reviendrai tout à l'heure, pour Chemistry, Manufacturing and Control. Ça veut dire en gros la compréhension de la structure, la façon de le fabriquer et la façon de contrôler la qualité du candidat médicament. Et ça, pendant tout le développement préclinique, on va gagner en puissance, on va gagner en connaissance pour mieux produire de façon répétable et d'être capable aussi de bien contrôler la qualité de ce candidat médicament. Et puis quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on va préparer l'essai clinique. Et comment est-ce qu'on prépare un essai clinique? Eh bien, il faut un protocole. On va décrire la façon dont on imagine tester le médicament chez l'humain. Et on va aussi prendre des contacts avec les différents sites, les différents médecins, les sites hospitaliers, les médecins qui vont pouvoir s'engager dans cet essai clinique. Alors, le préclinique, avec la partie animale, la partie non clinique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif vraiment, à ce moment-là, c'est de déterminer à l'échelle in vivo, avant de passer chez l'humain, le bénéfice-risque. La dose qui va être la dose minimale à laquelle on a le maximum d'effet. Parce que ça ne sert à rien d'en mettre plus, qu'il n'en faudrait. Donc on fait ce qu'on appelle des escalades de dose, et on observe à quel moment on obtient le maximum d'effets thérapeutiques. Mais il faut aussi que cette quantité de candidats médicaments ne soit pas trop toxique. Donc on vérifie ça aussi en mettant des quantités beaucoup plus importantes, et on regarde la marge de manœuvre que l'on a entre une quantité active thérapeutique et une quantité qui se révèle toxique. Et cette marge de manœuvre, elle va être en fonction de l'indication de x10, x100 ou parfois x1000. Ça, c'est vraiment le cœur des études non cliniques. Ce qu'on va aussi regarder, c'est ce qu'on appelle la biodistribution. C'est d'être capable de regarder si effectivement, dans le modèle en question, eh bien, le médicament va dans les bons organes, les bons endroits, pour être sûr qu'il va avoir son activité thérapeutique aux bons endroits. C'est ce qu'on appelle la biodistribution. Et avec tous ces travaux, on définit, voilà, au regard des données-là, le bénéfice-risque. Et si ce bénéfice-risque, à cette échelle-là, est correct, on a déjà une bonne case de cocher pour démarrer l'essai clinique. La partie qui est beaucoup moins connue et qui est pourtant fondamentale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le CMC. Donc CMC, c'est pour Chemistry, Manufacturing et Control. Alors Chemistry, ça correspond en fait, c'est le terme qui était utilisé à l'époque où tous les médicaments n'étaient que des petites molécules chimiques. C'est pour ça qu'on parle de chimie. Aujourd'hui, sur des vecteurs de thérapie génique, on est sur des médicaments. Pour vous donner un exemple de taille, hein, le Doliprane, mon antibiotique, c'est à peu près la taille de cette télécommande. Un médicament de thérapie génique, c'est 2 fois la salle dans laquelle vous êtes. On est sur un niveau de complexité qui n'a strictement rien à voir. Et ce niveau de complexité entraîne des challenges de compréhension de sa structure moléculaire qui n'ont rien à voir avec le fait de comprendre ce que c'est qu'une petite molécule chimique. Et là, il y a un vrai challenge. Donc, compréhension avancée de 3 paramètres, la structure moléculaire dont je viens de parler, mais également quand on fabrique un candidat médicament, mais il y a des petites impuretés. Il faut qu'on connaisse ces impuretés, qu'on soit en capacité de les maîtriser, parce que ces impuretés, en fait, on en veut le moins possible, elles n'ont pas d'activité thérapeutique. Donc plus on s'en débarrasse, mieux c'est, et pour s'en débarrasser, il faut les connaître et être capable de les voir. Et ensuite, la dernière partie dans cette caractérisation, c'est l'activité biologique,
C'est-à-dire que quand les chercheurs ont conceptualisé quelque chose, eh bien en développement, on va vraiment vérifier exactement dans les détails que la molécule se lie à la bonne cible, qu'elle entraîne bien le mécanisme d'action que l'on escomptait. La deuxième partie du CMC, c'est la fabrication. Fabriquer un candidat médicament pour le tester sur des petites cellules microscopiques ou sur des souris, ça n'a strictement rien à voir que de les tester ensuite chez l'humain ou sur un plus grand nombre d'animaux dans un essai non clinique. Et donc pour cela, pendant les années de développement préclinique, on va augmenter la taille d'échelle de fabrication. Mais il ne s'agit pas d'augmenter que la taille, il s'agit aussi de s'améliorer en qualité. Pendant ces années, avant de pouvoir injecter chez l'homme, il faut que l'on soit absolument certain de produire ce candidat médicament avec la parfaite qualité et la parfaite reproductibilité. Tout ça, c'est le manufacturing. Et pour s'assurer que l'on fait ça bien, eh bien, il y a le contrôle. Et le contrôle, c'est la mise en œuvre de ces méthodes analytiques qui permettent de vérifier ce que je viens de dire. Ça, c'est le CMC. Alors là, je vous ai juste donné, à titre d'illustration, ce qui est un procédé de fabrication pour un produit de thérapie génique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le message que je voulais partager avec vous, c'est que chaque étape de cette fabrication met en œuvre une technologie de pointe, avec tout d'abord des cellules, hein, c'est des organismes vivants qui sont utilisés pour produire ce vecteur de thérapie génique que l'on met en culture. On apporte tout le matériel génétique dans ces cellules, c'est ce qu'on appelle la tritransfection, il y a trois gros paquets de matériel génétique. Ça crée ces particules de vecteurs qui sont dans un environnement extrêmement complexe, hein, l'environnement dans lequel on a cultivé. Et bien de cet environnement-là, il va falloir purifier les vecteurs, et c'est toutes ces étapes que vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, la chromatodaffinité, filtration tangentielle, etc., qui sont des étapes qui se succèdent pour arriver à produire le médicament, le candidat médicament, avec la bonne pureté. Et tout ce procédé, comme je vous l'ai dit, on le maîtrise au fur et à mesure pendant les étapes précliniques. Alors, pour préparer un essai clinique, il faut aussi faire ce protocole. Comment on fait un protocole d'essai clinique? Eh bien, on a nos experts internes, mais on discute aussi avec les experts de la maladie, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, les KOL, avec qui on discute de la façon dont on pourrait mesurer objectivement l'effet thérapeutique attendu. Et ces discussions, elles ont lieu pendant les années de préparation de cette phase préclinique. Et ce que l'on fait également, c'est ce qu'on appelle les opérations cliniques, c'est d'identifier qui seront en mesure, qui auront la bonne technicité à la fois pour injecter le médicament, notamment si c'est un médicament très complexe comme la thérapie génique, mais qui auront la bonne structure pour pouvoir suivre l'essai clinique. Ce sont les sites cliniques que l'on anticipe pendant la phase préclinique. Et puis, tout ce que je viens de vous décrire, ça génère un tas de données qu'il faut assembler, coordonner et commencer à présenter aux autorités de santé. Ça, c'est ce qu'on appelle les affaires réglementaires. Ça a le côté loi parce qu'on doit respecter une réglementation pour démarrer un essai clinique. Alors, les autorités de santé, quand on fait un essai en Europe, il y en a une, parfois deux par pays. Par exemple, en Allemagne, ils ont 2 autorités de santé. En Allemagne, en France, on en a une, c'est la NSM. Et donc, il faut toujours être en dialogue avec ces autorités de santé au fur et à mesure pour commencer à les prémédiquer, si je puis dire, et puis ensuite arriver avec le dossier. Alors, il y a une autre aussi type d'autorité de santé avec laquelle on commence à discuter dès les phases précliniques. Ce sont ce qu'on appelle les HTI. Derrière cet acronyme un peu compliqué, ce sont en fait les agences qui vont évaluer, in fine, non pas le fait de transformer un candidat médicament en médicament, mais ce sont des agences indépendantes qui vont s'assurer du service médical rendu. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir un médicament qui fonctionne, mais il faut qu'il vraiment il apporte quelque chose par rapport à ce qui existe précédemment. Et s'il apporte vraiment quelque chose, ce sont ces autorités-là, en Europe, qui vont proposer, avec qui va être négocié un remboursement au niveau de l'assurance maladie. Si les essais cliniques se font en négociation avec les autorités de santé locales, et que le remboursement se fait également avec les autorités HTI locales, la décision de transformer un candidat médicament en médicament se fait au niveau européen. Et c'est fait avec l'agence européenne du médicament, la European Medicine Agency. C'est elle qui a le dernier mot
À la fin du chemin que je vais parcourir avec vous, parce que là on est seulement à la partie préclinique, on va tout de suite entrer dans la partie clinique, c'est seulement l'IME qui a la décision de dire, ben oui, au regard des données que vous nous avez apportées, tampon, on en fait un médicament. Alors, l'autorisation de l'essai, si on prend l'exemple d'un essai qui démarrait en France, discussion, le Généton, qui par exemple pourrait être porteur, sponsor d'une étude de thérapie génique, en discussion avec la NSM, mais également en discussion avec ce qu'on appelle un comité de protection des personnes, qui est un comité éthique, discute, et si les choses sont convaincantes, on reçoit ce petit courrier, le courrier que j'ai reçu par exemple en 2020, qui est un courrier, qui est le courrier que l'on a reçu de la NSM pour pouvoir démarrer l'essai dans la myopathie de Duchenne. Voilà, quand on reçoit ce courrier, il y a marqué, vous voyez, l'autorisation d'essai concernant l'essai ci-dessous, référencé, blablabla, et ça décrit effectivement notre essai. Et quand on a reçu ça, on a déjà fait un bon pas dans ce chemin, qui est encore long, mais un pas décisif. Rentrons dans la partie développement clinique. Alors la partie développement clinique, c'est aujourd'hui le seul moyen de montrer de façon rigoureuse, avec des preuves fiables, l'efficacité thérapeutique chez l'homme. On ne va pas passer directement du préclinique à un médicament. Pour qu'on ait un médicament, il faut cette démonstration chez l'humain. Et on va continuer ce fil rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, du bénéfice, de la balance, de l'équilibre entre le bénéfice et le risque. Le développement clinique comprend habituellement 3 phases, plus une phase supplémentaire, qui est une phase qui vient après le statut de médicament. On parle de phase 1, phase 2, phase 3. Alors, la phase 1, elle est peu utilisée dans mon domaine, dans le domaine des maladies rares ou des maladies graves. C'est plutôt des phases qui sont utilisées pour des médicaments qui ont un mécanisme d'action relativement modéré, parce qu'on va utiliser une vraie phase 1, ce sont des volontaires sains, qui sont souvent rémunérés, pour tester uniquement la toxicité du médicament. Il n'y a rien à guérir chez eux. Donc c'est ce qu'on appelle des volontaires sains. Donc lorsqu'on développe des médicaments dans le cancer, dans les maladies rares graves, en fait la phase 1 est fusionnée avec la phase 2, c'est-à-dire qu'on traite directement des patients qui en ont besoin parce que le médicament que l'on teste est extrêmement actif. On ne va pas donner un vecteur de thérapie génique à une personne qui n'est pas malade. On ne va pas donner un traitement extrêmement puissant pour le cancer chez une personne qui n'est pas malade. Donc on fait ce que l'on appelle des phases 1-2. Et ces phases 1-2 donc, ont un double objectif. Commencer à vérifier la tolérance et cette notion de bénéfice-risque chez une toute petite cohorte de patients, et définir, parce qu'on a encore quelques doutes sur la dose à utiliser, on a fait ça en non-clinique, mais ce qui est vrai dans des cellules ou des animaux ne peut ne pas être vrai chez l'humain. Donc il faut que l'on affine cette hypothèse, et donc c'est ce qu'on appelle le choix de la dose, avec 1, 2, et l'objectif va être toujours la même chose, de choisir la dose la plus faible qui donne la totalité de l'efficacité. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle la phase 3, après la phase 1-2. La phase 3, c'est la confirmation, chez une cohorte beaucoup plus importante, de l'efficacité du candidat médicament à la dose qui aura été déterminée dans la phase 1-2. Alors, quel est le nombre de patients dont on parle? Quand je travaillais sur des maladies un peu plus courantes, dans une phase 1-2, on faisait un essai sur une centaine de patients, et puis ensuite on passait à des milliers de patients dans les phases 3. Quand on est dans les maladies rares ou ultra rares, on est dans un changement de paradigme. L'escalade de dose, on le fait sur 5 à 6 patients. Les cohortes de phase 3, c'est maximum, c'est moins de 100 patients. Sur des maladies ultra rares, on négocie avec... en ce moment, j'ai une négociation un peu difficile avec l'IME pour leur faire comprendre qu'il n'est pas raisonnable et ni éthique de perdre le temps à recruter beaucoup de patients sur une maladie ultra rare, et de faire ça sur une dizaine de patients, c'est suffisant. C'est des discussions que l'on a. Donc on est sur des tailles qui ne sont pas du même ordre. Il existe aussi des designs, c'est des designs qu'on utilise aussi pour les maladies rares, où on présente un protocole qui cumule toutes les phases. Ça permet d'aller plus vite. Ça a plus de risques, parce qu'on va moins étape par étape, mais ça permet d'accélérer ce développement.
Alors ça, c'est ce que je vous décris. Je ne vais pas revenir sur cette slide avec la phase 1, encore une fois, qui se fait que pour certains médicaments, pas pour les maladies rares et très graves, uniquement de tolérance. La phase 2, c'est la dose à laquelle on va pouvoir tester. Donc quand on fait une phase 1-2, on regarde à la fois la dose et on vérifie la tolérance. Et ensuite, on passe sur une taille de cohorte beaucoup plus importante, en phase confirmatoire, en phase 3. Alors, le protocole tel qu'il est écrit, c'est vraiment un document à suivre extrêmement scrupuleusement. Je dis ça parce que, voilà, on est confronté notamment dans le monde des maladies rares, où parfois les leaders d'opinion n'ont pas l'habitude de faire beaucoup d'essais cliniques, au fait de ne pas suivre exactement ce qu'on leur demande de faire. On a quelques écueils, il faut corriger. Mais ce protocole, c'est vraiment un document essentiel à suivre pour que les données qui soient ensuite générées à l'issue de ce protocole puissent être convaincantes pour transformer ce candidat médicament en médicament. Qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole? Il y a 3 éléments majeurs. Tout d'abord, c'est les critères d'inclusion, c'est-à-dire définir quels sont les éléments pour que le patient puisse être inclus dans l'essai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas tous les patients qui mériteraient d'être traités? C'est un sujet extrêmement sensible qu'il faut comprendre. Pour que l'essai puisse être un succès dans un temps court, ce dont on a besoin de faire, c'est malheureusement inclure des patients avec un certain niveau d'homogénéité pour éviter les biais à minima. Si on ne le fait pas, ça nous expose à faire un essai qui ne durerait pas 2 ans, qui durerait 10 ans. Donc ce n'est pas dans l'avantage des patients. Or c'est extrêmement frustrant parce qu'on reçoit des familles qui nous disent mais pourquoi mon enfant, pourquoi moi je ne peux pas être inclus alors que voilà, je veux être traité rapidement. Sauf que le faire, on aurait envie de le faire, mais ça serait complètement se tirer une balle dans le pied sur le temps et sur la mise à disposition après de ce candidat médicament à toute la population qui peut être traitée. Donc les critères d'inclusion, c'est fondamental. Ensuite, le protocole décrit comment va se dérouler l'essai, le nombre de visites, le nombre d'analyses qu'il y aura à faire, pendant combien de temps, qu'est-ce que l'on va regarder. On écrit ici dans ce protocole ce que l'on anticipe comme effet secondaire. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, on est sur un bénéfice-risque. Donc qui dit bénéfice-risque, dit qu'il y a des risques. Et s'il y a des risques, on essaye d'anticiper autant que possible, dans le protocole, les façons de les prévenir, ce qu'on appelle les traitements prophylactiques, ou en cas, néanmoins, d'événements secondaires, la façon dont on pourrait les maîtriser avec la connaissance que l'on a en médecine pour les maîtriser. C'est l'anticipation des effets secondaires. Donc 3 éléments, critères d'inclusion, comment ça va se passer et comment on maîtrise les effets potentiellement secondaires. Et tout cela, ce protocole, qui est un protocole ça fait une centaine de pages, c'est rédigé, c'est résumé en 2 pages dans ce qu'on appelle un document d'information de consentement, qui est revu d'ailleurs par les comités de protection des personnes et qui est soumis aux familles ou aux patients directement. Alors, un essai clinique, c'est à peu près toujours la même tête. C'est-à-dire que quelques jours avant l'administration du traitement, on fait ce qu'on appelle une mise en place. On vérifie que toutes les équipes vont être là pour accompagner l'administration du traitement, que les équipes seront bien là dans les prochains mois ou les prochaines années pour suivre cet essai clinique. C'est ce qu'on appelle la mise en place. Ensuite, le J0, c'est l'inclusion du patient. L'inclusion, ce n'est pas encore le traitement. C'est officiellement, le patient signe le consentement, peut venir pour des examens complémentaires quelques jours ou quelques heures avant l'administration du traitement. On a le traitement. Et puis ensuite, on a les visites qui s'échelonnent. Visite 1, 2, jusqu'à parfois 40 visites, jusqu'à une visite finale, où, selon ce qui est prévu dans le protocole, on estime qu'on est allé au bout de ce que l'on voulait observer pour démontrer l'efficacité du candidat médicament. Alors, sur les critères d'inclusion, pardonnez-moi pour cette slide un peu lourde, mais je revenais là-dessus pour faire passer ce message de la nécessité, encore une fois, d'avoir une population parfois plus homogène ou trop homogène au regard des patients, afin de faire cette démonstration. Ce que l'on va regarder aussi, c'est qu'il n'y ait pas de principale contre-indication au traitement. Je vais vous donner un exemple de contre-indication que vous avez peut-être entendu parler avec l'un des ambassadeurs du Téléthon, Benjamin, qui est atteint d'une myopathie du chêne et qui expliquait clairement que lui n'avait pas pu bénéficier de l'essai
parce qu'il avait des anticorps anti-vecteurs de thérapie génique. Ça, malheureusement, c'est un critère, c'est une contre-indication. Il expliquait d'ailleurs très bien. Et ça pour nous, enfin, c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir inclure des patients comme cela. Et typiquement, sur ce type de critères d'inclusion, aujourd'hui, on va essayer de le faire, de le shooter. Et dès janvier de l'année prochaine, parce que l'essai a été autorisé cet été, dès janvier de l'année prochaine, on va pouvoir traiter des patients qui vont être éligibles, qui n'étaient pas éligibles à une thérapie génique pour une maladie rare et grave qui s'appelle le syndrome de Crigler-Najjar. En 2 mots, ce sont des patients qui sont obligés de passer toute la nuit sous une lampe UV bleue, et parce que sinon ils développent un composé dans le sang, la bilirubine, qui n'est pas métabolisée et qui est neurotoxique. Et si jamais elle reste là, ça peut entraîner des effets irrémédiables neuronaux et voire le décès. Donc ces patients-là, leur seule issue, c'est de passer 12 heures par jour sur une lampe UV, avec parfois, au cours du temps, une efficacité qui diminue. Et donc, chez ces patients-là, on en a un certain nombre qui n'ont pas pu être traités parce que, justement, ils avaient des anticorps anti-AAV, anti-vecteurs. Et donc, dès l'année prochaine, avec un pré-traitement, issu des travaux de Géneton également, ce pré-traitement va permettre de couper temporairement ces anticorps, de façon à avoir une fenêtre de 2-3 jours pour faire le traitement. Une fois cette fenêtre passée, les anticorps reviennent et la personne peut de nouveau être protégée. Donc c'est quelque chose que l'on fait en collaboration avec ANSA. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, mes équipes ont décroché l'autorisation cet été et on va inclure des patients, un premier patient là en novembre et qui sera traité au mois de janvier. Alors, pourquoi il y a un délai? Pour la petite explication, on a besoin de 3 mois de suivi justement du taux de bilirubine avant de voir l'effet thérapeutique. Alors un essai clinique, c'est un engagement autant du sponsor que des familles et du patient. C'est pas quelque chose de léger. Hein. On parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de parfois 40 à 50 visites, qui sont parfois pas tout à fait à côté du lieu où on habite. Il y a des examens. C'est évidemment une fabuleuse opportunité de pouvoir bénéficier les premiers d'un traitement efficace, mais c'est un engagement. C'est un engagement, c'est pas comme prendre un médicament qui est déjà sur le marché. Et du côté du sponsor, au-delà de l'engagement du chemin que l'on vient de voir ensemble, c'est un engagement avec le patient au suivi en long terme. On s'engage, après un traitement, à minima, dans la thérapie génique, à suivre le patient pendant 15 ans après son traitement. Donc c'est un engagement à long terme pour le sponsor. Alors, cette slide, ne prenez pas de temps à la regarder, c'était juste pour me faire un mémo. C'est simplement pour vous dire que entre le moment où on fait cet essai clinique et le moment où il y a un médicament, il se passe du temps. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour les patients qui pourraient en bénéficier. Surtout quand on a arrêté l'essai et qu'il se passe des années pour que l'analyse des données soit faite, que le remboursement soit négocié. Et donc pour cela, en France notamment et dans d'autres pays européens, on a des modalités qui permettent d'avoir accès à ces traitements avant que ça soit des médicaments et sans être dans l'essai clinique. Ces 2 modalités, ce sont l'autorisation d'accès compassionnel, qui est la plus en amont, et puis lorsqu'on est vraiment proche du médicament, voire même au moment où on a déposé la demande de médicament, mais qu'il reste encore 1 année ou 2 avant que les prix soient négociés, on a ce que l'on appelle l'accès précoce. Donc c'est des formidables modalités qui existent dans la législation française et qui permettent d'avoir cet accès avant un traitement innovant, avant que ce candidat médicament ait le statut de médicament. Alors, dans les phases cliniques, dans ce développement clinique, je vous ai beaucoup parlé de clinique, d'essais, etc. Mais ce qui presque va coûter le plus cher, ça va vous paraître étonnant, plus cher et qui va prendre le plus de temps, c'est pas ça. Ce qui va prendre le plus de temps et d'énergie, c'est l'à côté, c'est la continuité du CMC dont je vous ai parlé tout à l'heure. La continuité de la maîtrise du procédé de fabrication, la continuité de la maîtrise du contrôle du médicament. Et ça prend du temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, et c'est fait en parallèle, et c'est une partie absolument indispensable du dossier, en plus des résultats cliniques, pour obtenir le Graal de statut de médicament. Voilà
ce que je voulais vous dire un petit peu sur ce chemin de la recherche au développement, je vous laisse imaginer que cela fait appel à des dizaines de métiers différents, d'expertises différents, qu'il faut coordonner de façon drastique pour que tout se fasse en parallèle, qu'il n'y ait pas une action qui arrive, qui avance, qui retarde l'une, et ça demande une coordination de tous les instants, et c'est pour ça qu'on fait appel dans nos métiers, comme, voilà, comme dans l'aéronautique, ou enfin, comme dans plein de métiers, mais je sais que lorsque j'avais fait une présentation, il y avait une personne qui construisait des centrales nucléaires qui était venue me voir, elle était plus détaillée que celle-ci, elle me disait, mais on est loin d'avoir cette coordination pour construire une centrale nucléaire, vous êtes vraiment dans le médicament, et j'en suis convaincu, au-delà de l'aéronautique, au-delà de la construction des centrales nucléaires, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus pointu, de plus complexe à coordonner, à mettre en œuvre, pour faire effectivement quelque chose de formidable qui est un médicament pour les patients. Donc ça demande de la coordination pour que tous ces acteurs prennent le chemin dans le bon sens et aillent de concert. Voilà, alors pour continuer cet exposé, je voulais partager avec vous voilà, quelques notions de victoire et d'espoir. Alors, Sacha, 8 ans, il y a 2 ans, enfin il y a presque 2 ans de ça, j'ai quasiment passé une nuit blanche parce qu'on allait traiter un petit garçon, je ne savais pas qu'il s'appelait Sacha, avec justement une dose, la dose la plus importante que celle qu'on avait envisagée initialement dans l'essai. C'était la première fois qu'on traitait ce patient-là, donc un petit patient de 6 ans à l'époque. Et donc, voilà, toute l'inquiétude qu'il peut y avoir, parce que on arrivait en terrain vierge. Hein. Donc voilà, la journée passe, tout se passe bien pour ce patient, et puis 8 semaines après, on fait ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire on prend un tout petit bout de muscle, et on le regarde, et on observe si dans les myopathies du chêne, le souci c'est qu'il manque une protéine qu'on appelle la dystrophine, qui est un des ciments du muscle. Et nous, enfin, avec la thérapie génique pour la myopathie du chêne, on le remplace par ce qu'on appelle une microdystrophine. Ce n'est pas tout à fait la même taille, mais ça a quasiment la même efficacité. Et donc les patients qui sont atteints de myopathie du chêne, en fait, ils n'ont pas de dystrophine, hein, quasiment pas. C'est-à-dire que quand on regarde au microscope avec certains systèmes d'imagerie, on voit rien qui s'allume. Et c'est d'ailleurs l'image que l'on avait de ce patient avant son traitement. Et puis là, quand j'ai vu les images, j'étais quasiment le premier à les voir, je les ai passés ensuite à Serge Brown, il a explosé. Mais c'était spectaculaire de voir que dans toutes les cellules, en tout cas sur ce petit bout de biopsie, on voyait s'exprimer cette microdystrophie. Et donc voilà, on a une vidéo de Sacha que je vais partager avec vous. C'est ce qu'on appelle. On est très artisanaux. C'est bien, c'est bien. Sacha est né le 29 août 2016. Quand il est né, tout allait très bien. Et on a vécu les 2 premières années de sa vie tout à fait normalement, sans soupçonner une seule seconde qu'il était atteint d'une maladie génétique. Et nous, on profite, hein, on a un petit garçon merveilleux, on est vraiment les parents les plus heureux du monde, on profite de ça à 100%. Mais on voit tout de même que bon, il a un retard moteur global. Alors le jour du diagnostic, je pense que comme Hélène, c'est un moment parce qu'on s'attend beaucoup de choses, mais pas à ça. Et donc on y va tous les 3, on rentre dans la pièce. Et bon, bah ça c'est forcément quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Hein. Il me dit oui, j'ai eu le retour des tests génétiques. Je lui dis d'accord, je lui dis mais attendez, avant que je m'assoie, dites-moi juste que c'est pas la myopathie de Becker ni la myopathie du chêne. Et on était encore tous debout, il me dit c'est la myopathie du chêne. Et Et là, c'est un hypercute en plein visage. Je savais que c'était une maladie très grave et qu'il n'y avait aucun traitement jusqu'à présent. Et pour nous,
je sais pas comment l'expliquer, on est anéanti. Le monde s'écroule autour de nous. Ça, je le souhaite vraiment à personne, c'est d'une violence extrême. La thérapie génique, c'est un espoir énorme. Le 14 novembre, on a été appelé, le 7 décembre, il a eu son injection. C'est allé très vite. Donc Sacha est très courageux parce qu'il n'a pas mangé depuis la veille, il est à jeun, lui il reçoit cette injection qui a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est une perf qui va peut-être lui sauver la vie, on va être patient. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que en fait ça a été très rapide parce qu'on a vu les premiers effets au bout d'un mois. Les choses se sont enchaînées, il a commencé à monter les escaliers sans se tenir, sans se hisser par la force des bras. De voir Sacha monter l'escalier en alternant jambe droite, jambe gauche, pour nous c'était impensable, surtout après un peu plus d'un mois de l'injection, quoi. Récemment, il a fait de la marelle, il a réussi à sauter une marelle d'un bout à l'autre, donc à cloche-pied, sans poser, en gardant un équilibre stable. Voilà, il grimpe dans les arbres maintenant, et là on est à peine 2 mois après l'injection, quoi. Sacha a eu son traitement il y a maintenant 1 an et demi. Il va bien. Il vit comme un enfant normal. Il a des capacités motrices tout à fait correctes, même similaires à un enfant du même âge qui n'aurait pas sa maladie. Actuellement, les séances de sport se pratiquent normalement pour Sacha, puisqu'il peut tenir sur une séance de 20 minutes de sport. C'est magnifique, énorme, exceptionnel. Sacha, je pense moi je l'ai croisé mercredi, et on verra, je pense, à l'occasion du Téléthon, partage de témoignages, mais on est vraiment dans l'exceptionnel. Pardon, on est vraiment dans l'exception, dans l'idéal de ce qu'on attend. Hein. Donc là, nous sommes dans une phase 1-2, pour faire le lien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est dans une phase 1-2 et on va démarrer à partir au regard de ces résultats et des résultats qu'on a obtenus sur d'autres patients, en particulier des résultats aussi spectaculaires chez un patient anglais. On va démarrer cette phase 3 à partir de l'année prochaine, avec donc le traitement de 64 patients pour aller au bout de cette démonstration. Voilà, alors les victoires, elles sont aussi illustrées par le cas de Marley et Milan, qui sont dans des familles, qui font partie des familles ambassadrices cette année, qui ont été grâce à l'initiative qui a été portée par l'AFM d'EPIS SMA, qui vise à pouvoir dépister la SMA dans les premiers âges de la vie. Donc ce sont des patients qui ont pu être traités avant les premiers symptômes, et on espère que les effets seront aussi impressionnant que ce qui a pu être observé notamment avec le petit patient Ibrahima, que vous avez vu l'année dernière, qui a été pareil, traité en présymptomatique. Donc oui, cette slide pour Ibrahima qui est ici, cette slide pour illustrer des victoires acquises aujourd'hui, que ce soit pour Victoire, Lucie, Stéphania qui est une personne atteinte de la maladie de Crigler-Najjar, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une des premières patientes que l'on a traitées, Mathilde, Armand, Ibrahima, Jules, qui est atteint d'une maladie, effectivement, d'une myopathie extrêmement grave, la MTM, qui a bénéficié d'un traitement également développé au sein de Généton. Et oui, voilà, je crois que c'est une vidéo là aussi pour illustrer les victoires, et je pense que je vais avoir besoin de... Ah si, c'est bon, ça part tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Léna elle a pu bénéficier d'une thérapie génique. Puis fin octobre, elle a complètement arrêté sa photothérapie, donc elle ne dort plus sous ses lampes bleues. Et on peut dire que tout se passe bien. Elle vit beaucoup plus librement et elle mène sa petite vie d'adolescente hein, comme une adolescente normale. Donc nous, on est très heureux et je pense qu'elle est très heureuse également. Dans mon cas, le diagnostic a permis d'avoir un traitement. J'ai énormément de chance, mais on se rend bien compte que si j'avais pas eu de diagnostic, j'aurais pas eu de traitement. Et tout simplement, je serais encore en fauteuil roulant. Une journée très calme avec cette thérapie en 1 heure. Victoire, elle revit, c'est sa renaissance, donc elle est sauvée. Donc formidable, ce jour, le 31 mars 2020. Magique. Grâce à la FM Téléthon, Sacha a reçu une thérapie génique. Après, est-ce qu'elle va marcher totalement? On l'espère. Après, on n'est pas médecin et ça, on verra avec les années si c'est le cas ou pas. Mais pour l'instant, ça marche. Les progrès qu'on voit actuellement, nous, on les imaginait même pas. Le fait de voir Sacha monter l'escalier en alternant jambe droite, jambe gauche, pour nous, c'était impensable, surtout après un peu plus d'1 mois de l'injection. Presque 15 jours après l'injection, on voyait déjà des effets. Donc on avait du mal à mettre ça sur le dos de l'injection parce que ça fait quand même très très rapproché. Mais finalement, 15 jours après, il commençait à acquérir la station assise. Et 15 jours encore plus tard, il commençait à parler. Donc ça a été très rapide, on a eu des effets très rapidement. L'évolution, elle est juste exceptionnelle. Juste après l'injection, 3-4 jours après, Victoire, elle a tenu quelques secondes assise toute seule. Donc ça, c'était un miracle parce qu'elle n'avait jamais fait ça et elle avait 9 mois. Tous les jours, en fait, on voit des progrès. Aujourd'hui, je peux marcher plus de 2 heures. Je fais des randonnées, je suis partie en voyage sans mon fauteuil roulant. Donc tout ça, c'était inimaginable avant. C'est formidable pour un parent de vivre ça, et de voir son enfant vivre normalement. C'est quelque chose qui, en tout cas, qui moi, me touche. Et on peut même dire qu'on est libéré et que c'est peut-être un début de victoire. En fait, il a complètement dépassé nos espoirs. Il est devenu autonome à tout point. Enfin, il suffit de le voir aujourd'hui, il marche, il monte les escaliers tout seul, dans son lit tout seul, il est même capable de se coucher tout seul. Il a récupéré une bonne partie de son autonomie, il mange, il déglutit, enfin, il n'y a plus grand chose qui l'arrête. Donc il a reçu son traitement à 43 jours de vie. Il est en pleine forme, il saute partout, il court partout, il est plein de vie, il est hyper joyeux. Et voilà, c'est un petit garçon de 3 ans, j'ai envie de dire, tout à fait normal. J'ai compris qu'on avait une énorme chance. Et tout ça, même grâce aux chercheurs et au téléphone, bien sûr. Il n'y a pas que la myotrophie spinale, mais sans ces dons, les chercheurs n'ont pas les moyens de pouvoir faire des miracles. Elle va bien, elle est épanouie et on est heureux tous ensemble. Donc un grand merci aux donateurs. J'ai vécu le Téléthon comme ça, comme une force. Maintenant, on le voit carrément comme on est hyper reconnaissant. C'est bien pour ça que je témoigne aujourd'hui. En fait, j'ai envie de dire merci au Téléthon. Maintenant, nous, on est sauvés. Maintenant, il y a d'autres familles à sauver. Il y a des grands copains de Victoire qui ont besoin d'aide. Donc, il ne faut pas lâcher. Donc, bravo à vous pour nous aider pour bâtir tout ça. Alors oui, par rapport aux commentaires qui sont faits sur la rapidité des effets, effectivement, dans la thérapie génique, on estime que 48 heures après, on a l'expression des premières protéines. Donc ils peuvent avoir un effet thérapeutique avec une expression qui atteint son maximum 8 semaines, 12 semaines après le traitement.
Donc voilà, on est en phase avec effectivement l'essence de ce que veut faire l'AFM, c'est les maladies rares, les maladies ultra rares. Bon, à l'exemple de Tim qui a reçu un traitement pour une maladie qui s'appelle la neuropathie de Leber, qui est une maladie en fait qui s'attaque au nerf optique et qui amène une cécité brutale. Il a bénéficié de cette thérapie génique qui lui permet aujourd'hui d'avoir une acuité visuelle qui a progressé de façon à pouvoir lire, à reprendre ses études. Elle n'est pas parfaite, mais il y a un vrai effet thérapeutique. Et le message que l'on veut distiller aussi, c'est que, et qu'il ne faut pas hésiter à partager, c'est que tous les succès qui sont faits dans le cas des maladies rares nourrissent le développement aussi de maladies beaucoup plus communes. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas des maladies rares, on met en œuvre des technologies extrêmement innovantes qui sont parfois jugées un peu trop à risque pour aller sur des maladies plus chroniques. Et donc, on défrichit le terrain, si vous voulez. Et à l'exemple de la thérapie génique, qui a été mis en œuvre dans sa globalité, comme au début sur les maladies rares, notamment les bébés bulles, d'Alain Fischer, au tout début des années 2000. Aujourd'hui, la thérapie génique, c'est l'une des armes les plus puissantes qui est en cours de développement dans le cancer, ce qu'on appelle les CAR T-cells. Les CAR T-cells, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des globules blancs qu'on récupère dans le corps des patients et que l'on reprogramme génétiquement, c'est de la thérapie génique, pour les rendre extrêmement agressifs vis-à-vis d'une tumeur. Aujourd'hui, ce sont les traitements de pointe pour les traitements de dernière ligne qu'on met en dernière intention pour des cancers extrêmement agressifs. Ça n'existerait pas sans les progrès initiaux de la thérapie génique, dont Généton a été le pionnier. Pour la rétinite pigmentaire, qui est aussi une maladie de l'œil, les essais de thérapie génique vont pouvoir s'appliquer aujourd'hui à une maladie qui est beaucoup plus commune, qui est la déficience maculaire liée à l'âge, la DMLA, où là, il y aura des... Ça, c'est vrai pour un certain nombre, pour quasiment la totalité en fait, des développements qui sont faits dans la maladie rare, vont servir ensuite les maladies plus communes. Il y a encore le message, avec le message de Paul, qui est atteint d'épidermolyse bulleuse. Alors, l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie dans laquelle en fait il manque un bout de collagène. En tout cas, le collagène ne fonctionne pas très bien, ce qui fait que la peau se détache au moindre frottement, derrière des effets qui ressemblent à des brûlures extrêmement graves. Donc l'épidermolyse bulleuse, aujourd'hui, il y a des travaux. Alors moi, je suis peut-être plus optimiste que les messages qui pourraient accompagner la présence de Paul, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont arriver, et des thérapies géniques ont l'air de fonctionner. Donc ça va arriver, il faut être patient, mais c'est vrai que c'est une maladie aujourd'hui qui n'est pas encore tout à fait servie. Alors quand on parle de maladies rares, elles n'ont rare que leur nom, parce que en réalité on parle d'une personne sur 20, 3 millions de personnes en France. Une personne sur 20 est atteinte d'une maladie rare. Alors bien sûr, il y a des milliers de maladies rares, entre 5 et 6 000 maladies rares. Personne, voire même 7 000. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre exact, il n'existe aucun humain sur Terre qui est capable de connaître toutes les maladies rares. Il n'existe aucun médecin, aucun scientifique qui a en tête, évidemment, toutes les maladies rares qui existent. Ça vous donne la mesure du challenge encore que l'on a à parcourir. Donc c'est 3 millions de personnes en France, 95% de ces 7000 maladies rares sont sans traitement aujourd'hui. Voilà, il y a du travail. Et là où la thérapie génique a tout son sens, c'est que 80% de ces maladies rares sont des maladies génétiques et la moitié touche des enfants. Pour les maladies rares, je vous ai présenté tout à l'heure le Généton, fort de 220 collaborateurs. En réalité, la galaxie AFM, c'est beaucoup plus que ça. La galaxie AFM, elle permet, donc c'est les deux autres laboratoires, avec le Généton ISTEM, qui est spécialiste à la fois en thérapie cellulaire et en repositionnement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait de pouvoir réutiliser des médicaments connus dans notre indication, c'est deux spécialisés d'ISTEM, et l'AIM, qui à la fois fait un peu de thérapie génique et aussi du développement clinique. Donc ces trois laboratoires auxquels sont associés un grand nombre d'experts hors de ces laboratoires qui sont soutenus par l'AFM.
Ça fait à peu près 2000 experts, avec au total, si on fait le bilan de tous les essais cliniques qui sont directement 100% financés ou partiellement financés par l'AFM, on est sur 40 essais cliniques dans plus de 33 maladies. Alors bien sûr, ça fait beaucoup, 33, mais c'est peu si on le réfère aux 7000, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc voilà ce à quoi vous participez en tant que bâtisseur, parce que c'est le thème de cette année. Pour terminer sur les familles ambassadrices, Félicie, qui est atteint d'une myopathie des ceintures, qui est la calpaïnopathie. Alors la calpaïnopathie, à Généton, on est en train de travailler dessus. Et il se trouve, voilà, c'est confidentiel, mais je sais que ça sera... Enfin, voilà, je ne m'expose à pas grand-chose à le partager avec vous. Il se trouve que mercredi, j'ai eu le résultat de la fin de l'étude de préclinique, c'est-à-dire qu'on a déjà une dose, et on a vérifié dans un modèle la marge de sécurité dont on bénéficie. Et c'est une marge de sécurité qui est la plus forte que l'on a obtenue jusqu'à présent. Donc on a un traitement qui a l'air d'être extrêmement safe, très actif. Alors il est extrêmement safe notamment par une invention qui vient d'Isabelle, enfin une application qu'a mis en œuvre Isabelle Richard, qui est une des experts dans les myopathies des ceintures, et qui a fait l'objet aujourd'hui, cette année, du prix Nobel de médecine, pas pour Isabelle Richard, mais sur le principe, ce qu'on appelle les micro-ARN. Les micro-ARN, ce sont des ARN qui en fait permettent d'avoir une régulation de l'expression des gènes dans les différents tissus. Et le problème du gène, de la protéine qui est nécessaire pour combler la pathologie de Félicie, c'est que si elle est exprimée trop fortement dans le cœur, c'est extrêmement toxique. Et donc la construction que l'on a mis au point fait que lorsque le vecteur va traiter tous les muscles squelettiques et cardiaques, ou les musculistes utilisés pour la digestion ou la respiration, et bien en fait, dans certains tissus, notamment au niveau du muscle cardiaque, avec le micro-ARN qui a été mis dans la construction, et bien l'expression va être modulée, voire réprimée. Il va y avoir juste la bonne quantité qu'il faut. Et on observait déjà, voilà, et là on en a mis des quantités 20 à 50 fois plus que l'effet, que la dose thérapeutique, et tous les animaux qui ont été traités n'ont eu absolument aucun symptôme. Donc on a vraiment quelque chose de très prometteur pour la calpaïnopathie. Voilà, alors, moi je vous ai parlé beaucoup... je vous ai parlé beaucoup de ce que je connais, qui est la fonction guérir de l'AFM. Évidemment, vous le savez, ce n'est pas que ça, l'AFM, il y a la fonction accompagnement, avec notamment, tel qu'illustré ici, presque 200 professionnels qui sont au sein de 16 services régionaux, qui sont à côté des familles, pour accompagner dans les bons parcours à faire, dans les bons contacts. Et voilà, c'est une mission extrêmement importante aussi de l'AFM. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé. Je suis ouvert à toutes les questions, évidemment. N'hésitez pas, si vous en avez. Ah, une question. On parlait des effets secondaires. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme effet secondaire dans les thérapies que vous trouvez Alors, quelque chose qui est assez classique, c'est la réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que ce que l'on fait avec la thérapie génique, c'est faire exprimer une protéine qui n'existe pas, ou qui n'existe qu'en quantité infinitsimale, parce qu'elle manque chez le patient. Donc quand cette protéine est exprimée pour la première fois, ce qui peut se passer, c'est que le corps le détecte comme un élément étranger, comme une agression, et donc si par exemple cette protéine dans la myopathie du chêne est exprimée dans les muscles, ben, du coup on pourra avoir le système immunitaire. D'ailleurs, ça a pu être observé dans des essais où le système immunitaire attaque le muscle, ce qui est l'opposé de ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure dans le protocole clinique d'anticipation des effets secondaires, typiquement dans la thérapie génique, on a ce qu'on appelle une immunoprophylaxie, c'est-à-dire un traitement prophylactique pour répresser le système immunitaire dans les premiers jours et qui va se continuer jusqu'à 6 mois après le traitement, le temps que le corps apprenne à travailler avec cette nouvelle protéine qui est indispensable pour la survie du patient,
mais que, comme il ne connaît pas, initialement, il veut la rejeter. Donc voilà, c'est un peu le même concept que la grève, si vous voulez. Autre question? Oui. Tous ces jeunes qui ont bénéficié de cette injection, est-ce que dans 15-20 ans, ils pourraient avoir besoin d'une deuxième... C'est une excellente question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un suivi de 15 ans. Alors le suivi de 15 ans, il n'est pas fait pour ça en réalité. Le suivi de 15 ans, il est plutôt pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet toxique, que l'on ne voit pas les premiers ans. Mais c'est une grosse question que l'on a, on est dans l'inconnu aujourd'hui. Est-ce que vraiment ça va durer toute la vie? Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un épuisement, il va falloir retraiter? S'il faut retraiter, eh bien justement, le l'essai que l'on va démarrer avec la possibilité de traiter des patients qui sont séropositifs, mais ça va pouvoir être, ce même pré-traitement va pouvoir être utilisé pour des patients qui auront déjà eu une administration. C'est ce que l'on veut viser après. Ensuite, s'il fallait que je regarde le côté très optimiste, dans la myopathie du chêne, voilà, on a traité, il y a des chiens, des Golden Retrievers qui naissent naturellement avec une myopathie, qui ressemble à celle que l'on a. Alors, eux, ils ne vivent pas au-delà de 2 ans. Nous, on a des chiens aujourd'hui qui vont aller au bout de leur vie, qui ont été traités, c'était ce qu'on appelle les essais précliniques justement, et qui sont au bout de leur vie, que l'on a vu grandir avec une dilution potentiellement du gène, avec la musculature qui s'est agrandie, et voilà, qui aujourd'hui a des poils grisonnants, qui arrive à la bout de sa vie de chien, qui a une belle vie de chien, et donc voilà, un bon espoir. Alors bien sûr, c'est 10 ans, parce que ces chiens vivent 10, 12, 15 ans. Peut-être qu'on aura besoin effectivement de refaire un traitement, et on prépare déjà cela, encore une fois, avec dans un premier temps un essai clinique pour traiter ceux qui ne peuvent pas être traités parce qu'ils ont déjà des anticorps, et avant de traiter ceux qui ont eu des anticorps parce qu'ils auront eu un traitement. Sophie? Oui. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Est-ce que ça arrive dans vos domaines? Est-ce que c'est déjà là C'est déjà là. Au titre de l'IDB, moi je participe à un consortium qui s'appelle DREAMS. Et ce consortium DREAMS, en fait, il a pour vocation, d'utiliser l'intelligence, pour vous donner un exemple, mais il y en a d'autres, d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller dans tout le savoir qui a été cumulé sur les molécules, dans les publications, dans les bases de données, etc., de les mélanger avec, de brasser cette big data et de pouvoir identifier des molécules, des mécanismes d'action que l'on va pouvoir directement tester dans des modèles cellulaires, et pour accélérer ce que l'intelligence humaine ne pourrait pas faire, de traiter ces big data, pour accélérer la découverte de candidats médicaments. Donc ça, on utilise. Un autre exemple, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour améliorer les vecteurs de thérapie génique, pour les rendre, pour que leur structure soit plus performante, aille exactement dans l'endroit où on veut qu'ils aillent, et n'aillent pas par exemple dans le foie, qui parfois n'est pas utile. Pour Crigler-Najjar, il faut traiter le foie, mais pour les maladies neuromusculaires, on n'a aucun intérêt à ce que les vecteurs de thérapie génique aillent dans le foie. Donc on utilise l'intelligence artificielle pour modéliser les vecteurs de seconde génération et qui auront un tropisme, une capacité à aller plus précisément dans les tissus que l'on veut guérir. Donc on est dedans. Pour le diagnostic aussi, est-ce que ça vous aide? Alors, le diagnostic, je ne pourrais pas répondre précisément à ça parce que c'est un domaine qui est éloigné du mien. Moi, je fais des médicaments, alors bien sûr, je m'appuie sur le diagnostic, et je ne sais pas exactement s'il y a... J'ai pas de doute que l'intelligence artificielle est utilisée pour le diagnostic. Si on parle de big data, le Next Generation Sequencing, le séquençage à haut débit, oui, c'est quelque chose que je connais, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais je ne pourrais pas répondre précisément à cette question sur le diagnostic. C'est surtout pour le GIS qui est... Oui. La myopathie des ceintures, oui. Que là, c'est une forme de myopathie des ceintures. Il y en a un certain nombre, voilà, la FKRP, gamma-sarcoglucanopathie, etc. Il y a un certain nombre de maladies qu'on met dans le thème de la myopathie des ceintures. Et sur lequel d'ailleurs il y a un développement en cours qui est au niveau recherche aujourd'hui, mais pas dans mes équipes. Mais je regarde ça de près quand ça viendra.
Autre question? Non, vous êtes épuisé? Bon, mais merci pour votre attention en tout cas. Merci beaucoup à Gérald, parce qu'effectivement le sujet qu'il a abordé aujourd'hui est un sujet qu'on n'avait jamais abordé encore dans nos différentes conventions, lancements, etc. Et je pense que c'est important, et effectivement il n'y a pas que la recherche en tant que telle, mais derrière, pour passer aux médicaments, il y a un long chemin, et on est heureux que tu aies pu nous l'expliciter aujourd'hui, avec des mots, j'ai trouvé, extrêmement clairs, simples, et on a l'impression d'être devenu très intelligent sur le chemin du médicament. Merci.